sœur Ellie, alias Knit and Read. Je vous retrouve pour la rentrée et pour ce 7e épisode de podcast tricot que j'ai intitulé mode barré activé. Vous allez voir pourquoi au fil de l'émission. Je sais que c'est un podcast qui a été long à venir, je m'en excuse, comme d'habitude, des raisons de santé qui font que je tricote pas quand je veux. Là on essaie un nouveau traitement, donc peut-être que ça va aider, je vous tiendrai au jus. Du coup, si vous êtes abonné, vous vous êtes rendu compte que j'ai posté du contenu maquillage cet été, que j'essaie un petit peu de diversifier ma chaîne. Je comprends que certains et certaines d'entre vous ne soient pas là pour ça, bien entendu. Donc, écoutez, si ce contenu maquillage ne vous intéresse pas, ne le regardez pas, tout simplement. Et puis, j'essaierai de mettre du contenu tricot de façon plus régulière. On va faire au mieux. C'est sûr que j'avais hâte de pouvoir vous reparler tricot, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude le découpage, écoutez, projet fini, projet en cours, quelques acquisitions, et puis je vous ferai la petite rubrique littérature à la fin, où je vous présenterai les livres les plus barrés qu'il m'ait été donné de lire. Ma femme a fait une petite sélection aussi de suggestions de bouquins complètement barrés. Il y en a certains que j'ai pas lus, donc ce sera l'occasion d'enrichir mes prospects, ma liste de livres barrés à venir, à lire. Et puis écoutez, je m'excuse si vous entendez un petit peu de bruit parce que là il fait lourd, donc la fenêtre est ouverte. Et du coup, oui, forcément, les dimanches matins, les gens vivent, donc si vous entendez du bruit, des enfants qui se chamaillent, des chiens qui aboient et la caravane qui passe, c'est normal, voilà. Et donc, je vous propose qu'on passe tout de suite au projet fini. Alors, pour ce qui est des projets finis, j'en ai 3 à vous présenter, un gilet et 2 châles. Donc le gilet, vous l'avez déjà aperçu si vous me suivez depuis un moment, ça a été un projet au long cours, ça a été un projet boulet. J'ai donc enfin terminé mon Lady Marple électrique, donc je vais vous le passer. Sachant que je ne vais pas le garder très longtemps parce que comme je vous l'ai dit, il fait lourd. Et donc ça tient chaud quoi. Voilà. Donc, j'ai rencontré quand même pas mal de difficultés avec ce projet. Rien à voir avec le patron, c'est juste que je me suis cru plus maligne que Nadia Crétin-Léchenne. Et je m'étais dit donc que j'allais monter la bande de boutonnage ou la bordure en même temps que le corps. Sauf que arrivé à la séparation des manches, et je me suis retrouvée avec des mailles en attente de partout. C'était une vraie galère. Et donc du coup... il a fallu que je rattrape le coup et que j'improvise quoi. Alors je vais me lever, je vais vous montrer. Donc c'est vrai que le bleu, moi c'est une couleur que j'apprends à apprécier. Alors je m'excuse, il y a le soleil qui passe, donc ça sature un petit peu. Pour vous donner une idée de la couleur. Maintenant que j'ai une caméra HD, j'en profite. Donc c'est le Lady Marple, c'est un modèle que vous connaissez tous. J'avais décidé de ne pas faire la dentelle, je voulais un gilet basique. Je referai un Lady Marple avec la dentelle, vraisemblablement dans un coloris moutarde, parce que j'ai vu plein de gens le faire et que j'ai trouvé ça très joli. Comme je vous le disais, pas de dentelle, je voulais un truc basique, pas de boutonnière non plus, un truc qui se porte vraiment ouvert, comme je le porte ici. Écoutez, je l'aime beaucoup. Il s'arrête juste au-dessus du popotin. Donc moi c'est ce que je voulais, qui couvre les reins et puis qui s'arrête au-dessus du popotin. Alors, pour rattraper mes boulettes, enfin la difficulté dans laquelle je me suis mise toute seule, voilà, comme une grande, il a fallu que je bricole au niveau de la bordure pour faire le raccord avec le col, avec l'encolure, le corps ici. Donc en fait, pour que l'encolure garde toujours le même nombre de mailles de largeur, ce que je faisais, c'est que au fur et à mesure que j'avançais, je créais une maille, je relevais une maille dans la bordure sur le bord du corps, et je la tricotais ensemble avec la dernière maille de la bordure ici. Ce qui fait que ça me permettait à la fois de maintenir la largeur de la bordure tout du long,
mais aussi de raccrocher cette bordure avec le corps. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Donc j'ai commencé ici de façon plus ou moins heureuse, je dirais plutôt moins que plus, mais enfin voilà. Donc le premier raccord il s'est fait là. Et vous voyez, ça fait une espèce de grosse épaisseur. J'ai un peu jardiné, j'ai un peu tâtonné avant de trouver mon rythme, on va dire. Mais bon, en marchant vite, ça se voit pas. Ensuite, donc il a fallu faire tout le tour, donc selon cette même méthode, le col derrière, etc. Et arrivé ici, j'avais déjà la bordure qui était montée ici, et toute la bordure qui arrivait ici, que j'avais rattrapée. Ce qui fait que j'ai dû me retrouver à faire un truc que j'ai repoussé le plus longtemps possible, parce que ça me faisait flipper. J'ai nommé le grafting. Donc c'est mon premier grafting. Alors je vais vous... il faut que je le repère. Je vais vous le montrer de près. Donc il est là. Sur l'envers, il se trouve ici. Voilà. Et en plus c'est du grafting sur du point mousse, parce que ma bordure est en point mousse, contrairement au reste du gilet qui est en jersey. Donc je me suis dit, oh, putain, le grafting et tout, je trouvais pas mal le tuto sur le jersey endroit, mais pas pour le point mousse. Et puis finalement, je suis tombée sur une vidéo de Gaëlle, alias Knit Spirit, où elle expliquait ça très bien, de façon très décontractée. Donc je me suis dit, bah, je vais faire pareil, je vais être très décontractée. J'ai pris mon aiguille, j'ai fait mon truc. Alors il n'est pas parfait, hein, bien sûr. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je suis crispée parce que j'apprends une nouvelle méthode et que je suis pas sûre de moi, je serre. Voilà, je crispe sur les aiguilles et je serre. Déjà, je tricote serré, donc voilà. Donc, il est un peu plus serré que les mailles qui sont au-dessus ou en dessous. Donc, c'est ce qui fait que vous avez un léger décroché à ce niveau-là sur l'encolure. Je vérifie mon retour caméra quand même, que vous voyez ce que je raconte. Oui, c'est bon. Donc, vous avez un léger décroché ici, que j'ai pas réussi à rectifier au blocage. En même temps, j'ai pas fait un blocage très agressif, j'ai pas mis des pains, j'ai pas tiré comme une malade. Donc du coup, tant pis. C'est comme ça. Et puis voilà, des deux côtés là, ça m'apprendra à vouloir altérer un patron qui est déjà très bien fait et à me croire plus maligne que la créatrice, quoi. Alors ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont on construit les manches. En fait, vous construisez les manches avec des rangs raccourcis à l'allemande. Donc, on fait la jonction ici, on ferme ici. Et puis après, vous construisez le haut de l'épaule, l'emmanchure, voilà, avec des rangs raccourcis à l'allemande. Donc, vous voyez ici les endroits où j'ai relevé mes mailles, où j'ai fait mes rangs raccourcis. Ça reste très discret, d'autant que j'ai utilisé 2 fils. C'est pour ça qu'il est un petit peu fluffy, un petit peu pelucheux. Donc forcément, ça pardonne un petit peu plus qu'un fil qui a une définition de point de dingue. Et là, la moindre erreur, bam, on la voit, on voit que ça d'ailleurs. Donc forcément, j'adore les rangs raccourcis à l'allemande. Donc, je me suis éclatée. J'ai adoré cette construction de manches. J'ai fait des manches très fitées, ce qui était déjà prévu dans le projet. Donc elles sont très fitées. Je pense que je pourrais éventuellement mettre cet hiver un petit haut en coton, mais vraiment moulant. Je pourrais pas mettre des trucs avec des chemises, du volume en dessous. Il faudra vraiment que ça reste très fité. Voilà. Bon, la question se pose pas, je suis en débardeur. D'ailleurs, je vais l'enlever parce qu'il fait vraiment chaud. Donc, comme je le disais, les manches, voilà, une construction avec des rangs raccourcis à l'allemande, que j'ai adoré faire. Donc clairement, je préfère cette construction à un yoke. Je garde quand même une petite faiblesse pour les raglans, mais j'ai hâte de refaire des projets avec cette construction de manches. La fin des manches, c'est juste des côtes de 2 avec donc mon rabattage élastique, mon lace bind off préféré. Donc c'est un projet que j'ai à nouveau pris plaisir à faire une fois que j'ai eu une stratégie pour rattraper mes conneries. Il n'a pas du tout bougé au blocage, mais l'échantillon n'avait pas bougé au blocage non plus, donc j'étais pas très inquiète à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai pas fait un blocage très agressif. J'étais pile dans l'échantillon.
J'ai juste fait des ajustements, donc la taille, enfin au niveau des hanches plus large parce que je suis en forme de poire et ensuite ça se resserre et je descends d'une taille au niveau des épaules. Ah oui, j'ai pas reprécisé les laines, donc c'est la Barisienne, donc de Bergère de France qui est une déca dans le coloris méthylène. Et pour avoir l'effet tout fluffy, je l'ai associé à la Kid Silk de Drops dans le coloris bleu cobalt. Et j'ai tricoté le tout en aiguille de 5 mm. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce projet, à part que, bon bah écoutez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en galérant qu'on s'améliore au tricot, j'ai envie de dire. Donc bah c'est bien, je me sens armée pour réattaquer un projet de gilet, et en tout cas refaire un Lady Marple dans les coloris moutarde, j'ai déjà la laine pour. Voilà, donc un gilet pour cet hiver. Le deuxième projet, c'est un châle pour ma femme. Donc j'avais acheté une pelote, c'était la Winter Rainbow de Katia. Vous en avez 200 grammes, c'est à peu près 700 mètres. Pour ceux qui connaissent, ce sont des fils, en gros c'est 4 fils attachés ensemble et ça fait une espèce de dégradé. Alors attendez, je vais vous montrer le châle. Donc on commence avec, moi j'ai commencé par l'intérieur de la pelote, mais les gens font ce qu'ils veulent quoi. Vous pouvez commencer par l'extérieur. Donc ça commençait avec que des fils bleus, comme ça, bleu turquoise, c'est assez joli. Ensuite, le beige fait son apparition. En gros, sur les 4 fils, ils en mettent un beige et ils font juste un nœud. Enfin, pour ceux qui connaissent ce fil, je trouve qu'ils se foutent un petit peu du monde. Au moins, elle n'est pas chère et elle n'est pas désagréable à tricoter. C'est juste que bon, faut le savoir. On a un petit peu plus de beige, donc on change de section. Voilà, voilà. Beaucoup de beige et pratiquement plus de bleu. Le bleu disparaît, le marron fait son apparition. Moitié-moitié marron et beige. Il ne reste plus qu'un fil beige. Que du fil marron. Et normalement ça devait se finir là, mais je vais vous expliquer pourquoi je me suis retrouvée short. Et là j'ai introduit une autre, une autre laine pour finir mon châle. J'avais un patron de Katia, un patron gratuit qu'on trouve sur leur site pour le Spring Rainbow. Vous voyez, donc c'est des pelotes qui se présentent comme ça. Sauf que le Spring Rainbow, la pelote est moins longue, il y a moins de fils que dans le Winter Rainbow. Donc il fallait que je fasse des ajustements, je savais que j'avais plus de laine que dans le Spring Rainbow. Donc je m'étais dit, bah c'est pas grave, je tricote, je tricote, je tricote, et puis quand j'ai l'impression d'être arrivée à la moitié de ma pelote, je repèse, je devrais être à peu près à la moitié, et je commencerai à rabattre, puisque c'est un châle en triangle, comme ça. Vous voyez? Sauf que quand j'ai pesé ma... quand j'ai pesé ma pelote, pensant pouvoir... attaquer les diminutions là, pardon, les diminutions et rabattre, bah, j'avais dépassé depuis un moment la moitié de ma pelote, donc estimation au doigt mouillé ou à l'œil, bah, c'était nul en fait, donc je m'étais dit, bah, c'est pas grave, je vais faire un châle désaxé, il sera pas symétrique, ma femme n'y voyait pas d'inconvénient, et puis je vais faire des diminutions plus drastiques pour partir vraiment en biais comme ça, et avoir une section ici, cette moitié-là, beaucoup plus petite que celle-ci. C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc je reprends mon châle. Je vais me lever pour ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par là. On part en biais, on part en biais. Tout va bien, tout va très bien, Madame la Marquise. On avance. On avance. Et puis... arrivé à ce moment-là, donc là, le moment où le beige, enfin on est moitié beige, moitié marron, à ce moment-là, je me suis dit, je vais peser ma pelote. Ouais. Et là, bon, donc mauvaise surprise, comme je vous l'ai dit, je dis, bah c'est pas grave, au lieu de faire une diminution par an, je vais en faire 2. Vous avez une pente beaucoup plus accidentée, beaucoup plus aiguë. Ici, un angle beaucoup plus aigu. Sauf que
Malgré donc un rabattage de 2 mailles au lieu d'une par rang, bah, j'étais quand même en rade. J'étais arrivée au bout de ma pelote à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai fait une jonction qui est pas gégène, hein, ouais. Un gros pâté à cet endroit-là. Et je dis à ma femme, j'ai pas envie de détricoter vraiment la moitié du châle pour retrouver le point d'équilibre et faire un truc symétrique. Elle me fait, mais regarde dans tes laines, t'as forcément un truc qui... Pardon, je vais me rasseoir. Qui va le faire, quoi. Donc finalement, elle a choisi ça. Ben, il mieux que ce soit elle qui choisisse, parce que j'avais eu d'autres idées, en fait, ça aurait été moche. Elle a choisi cette boulette de laine vilaine. Donc c'est la solitaire fingering, c'est de la single. Dans le coloris pelage de belette. Et ce qui est amusant avec cette laine, c'est que finalement, après ce gros bloc marron, bah, il restait plus que des fils marrons, c'était censé être la fin de la pelote Katia, on se retrouve à nouveau avec une laine qui est bah, plus nuancée, avec d'autres couleurs, etc. Donc finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bah, ça fonctionne pas mal, ce châle. Donc je vous le remonte façon ambiance. Le fameux point focal de tout le bazar, quoi. Et voilà. Donc finalement, je trouve que ça choque pas. Alors, le patron, quand on a la bonne quantité de laine, etc., bah, il est très simple à suivre. Enfin, franchement, ça n'a rien de sorcier. C'est des alternances de parties au point mousse et de parties en jersey en droit. Bah, la laine se tricote facilement. Enfin, c'est pas vraiment de la laine. C'est... Attendez, je vous dise pas de bêtises, la composition. C'est 50% laine, 50% acrylique. Et je l'ai tricoté en 4,5, en aiguille de 4,5. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ce projet? À part que, encore une fois, il a fallu que je bricole. Donc non, bah voilà, il est désaxé. Voilà, c'est le thème du podcast en même temps, donc c'est pas grave. Ma femme, bah, ça la dérange pas. Hein, ça te dérange pas? Non. Ça la dérange pas. L'avantage, c'est comme il n'y a que moitié de laine, elle pourra le porter même cet hiver, plutôt que de mettre de la laine, voilà. Ce sont des couleurs qu'elle apprécie. Ça faisait un moment que j'avais la pelote dans mon stash, donc je suis contente de l'avoir tricotée. Et puis c'est surtout, c'est le projet qui m'a redonné envie de tricoter, qui m'a redonné confiance en moi et que j'ai tricoté finalement assez vite cet été. Donc rien que pour ça, il a une place particulière dans mon cœur. Voilà, bon bah j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce châle, à savoir que le patron est simple et je me vois bien l'adapter pour un autre projet. Désaxé ou pas, ça on verra. Le troisième projet dont je voulais vous parler, je l'ai terminé cette semaine. J'ai rentré les fils hier. Il s'agit du châle que j'ai appelé pudding rose parce que vraiment, je voulais faire des chaussettes pudding avec mes restes de laine. Finalement, j'ai fait un châle. C'est le Garter Goodness Stripified de Steven West. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'en avais déjà fait un dans une palette très différente l'année dernière. J'étais complètement sortie de ma zone de confort. C'était le projet qui m'avait permis d'apprendre à faire de la brioche. Et j'adore la brioche. Donc pareil, ce châle a une place toute particulière dans mon cœur. Et là, je me sentais vraiment de faire un châle barré avec des restes. Donc qui dit barré / déjanté dit Steven West. Enfin en tout cas, les deux s'associent très bien. Il a une forme bizarre. Je vais vous mettre une photo du blocage et on m'en a fait la remarque sur Instagram. Oui, bah forcément, c'est du Steven West. Hein. Et donc ça m'a permis d'utiliser plein de restes. Et notamment d'utiliser une partie du stock de Bergère de France Coton 50. Ma tante m'avait donné 14 pelotes de ce fil Bergère de France Coton 50, qui est donc composé 50% coton, 50% acrylique. C'est un gabarit fingering.
dans le coloris Zan, donc dans ce coloris noir, comme ceci. Moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'aime pas tricoter le coton, etc. Mais là, je me suis retrouvée avec 14 pelotes d'équivalent laine fingering noir, qui ne déteint pas. Je me suis dit, bah, je vais lui laisser sa chance. Et le fait est que j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter ce fil, contrairement aux expériences que j'ai pu avoir avec d'autres fils de coton. Il est très agréable à tricoter, ça ne pose aucun problème de passer de cette base, donc coton acrylique, à des bases mérino. J'ai même du mérissoie à un moment donné, je vais détailler les laines après, hein. Donc ça pose aucun problème et ça n'a pas bougé au blocage. Donc vraiment excellente surprise. Donc le châle de Steven West, qui ressemble à cette espèce de toile d'araignée là. On commence par cette pointe, ici. Alors, il a encore fallu que je me refasse la vidéo où une petite dame montre comment démarrer le châle. C'est ce qui m'avait aidé à démarrer le précédent l'année dernière. Entre temps, j'ai dormi, j'ai oublié comment on faisait. Donc du coup, je me suis refait la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on commence comme ça. Ensuite, on commence à introduire les premiers trous là, les premiers jetés, ce qui va au final donner la forme en toile d'araignée, un petit peu comme ça. Chaque fois qu'on introduit une nouvelle section, on introduit des nouveaux trous pour faire notre toile d'araignée. Donc au-delà du coton 50 Bergère de France, donc dans le coloris Zan, enfin en noir. Ensuite, j'ai utilisé un reste de laine vilaine dans le coloris les culottes de Charlotte. Donc ça c'était de la solitaire fingering, je crois. Oui, c'est ça. Donc la single fingering, j'avais acheté une boulette de 20 grammes. Il me restait 7 grammes, donc je les ai balancés ici. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre reste d'un châle que j'avais fait pour ma mère. Cette fois-ci de la fil, donc du fingering, mais cette fois-ci c'est du Merino Superwash dans le coloris pas chassé, qui est cette espèce de rose poudré, un peu comme les tutus des danseuses d'opéra, quoi, des petits rats de l'opéra. Il me restait 22 grammes, donc il me restait un beau reste que j'ai utilisé ici. J'ai massé la transition du rose fuchsia presque fluo avec ce rose beaucoup plus doux, hein, beaucoup plus subtil. Ensuite, une grande bande de Bergère de France. J'avais envie de faire une grande bande noire. En gros, là, j'ai mis les couleurs au pif, hein. Dans le patron, il dit juste faites vos rayures autant que vous voulez ou à l'endroit où vous voulez. Il vous guide simplement pour compter les rangs et introduire les nouvelles sections. C'est tout. Après, on fait ce qu'on veut. Ensuite, j'ai mis un reste de Madeleine et Philibert, c'est leur mérissoie dans le coloris Prague. Et j'en avais 320 mètres. En fait, c'est un écheveau quasi complet que m'avait donné Ricardo, alias Canary Lotus, hein, que vous connaissez sans doute, il y a un peu plus de 2 ans. Il m'avait donné plusieurs restes de laine et je vais l'évoquer à plusieurs reprises dans ce podcast. Et donc, voilà. J'ai mis le mérissoie, donc c'est cette espèce de violet comme ça, que je trouve absolument magnifique, qui était très doux, qui était un vrai bonheur à tricoter. Ensuite, histoire de casser un petit peu le truc, j'ai introduit un reste de Vilaine, donc on retourne à Vilaine avec un reste de boulettes, pareil que j'avais acheté une boulette de 20 grammes, j'en avais acheté plusieurs à un moment donné. Là c'est de la solitaire fingering, donc c'est encore une single, le plein de vitamines, effectivement vous avez ce orange ultra vitaminé que j'avais très envie de mettre en contraste avec le violet, je trouve que ça fonctionne vraiment vraiment bien, c'est rigolo. Donc là il me restait quasiment 20 grammes, je m'en étais quasiment pas servi de celui-ci. Ensuite, on tombe sur une laine fingering Katia dans les tons rose fuchsia. Pareil, un reste de laine que m'avait donné Ricardo. Je ne sais pas quel est le coloris exact, mais en tout cas, bon, j'ai utilisé la petite boulette qu'il m'avait donnée. Ensuite, j'avais un reste ici de Hedgehog en single, donc la chaussette single dans le coloris Teacup. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un coloris que j'aime beaucoup. Donc là, j'avais un reste, je me suis dit, allez, hop,
On va le balancer dans le, dans le mélange, hein, dans le bordel de ce châle. On n'est plus à ça près. Et il me restait encore à faire quelques rangs avant d'attaquer la brioche, la bordure en brioche, pour laquelle j'avais une laine que j'avais pesée, etc., que j'avais sélectionnée exprès. Donc j'ai introduit à la fin ce coloris, ici. Voilà, vous le voyez avant la bordure en brioche, qui est encore une boulette de vilaine, décidément. Hein. Bon, en même temps, vous savez que j'adore le travail de Marion. Là, c'est de la fingering retordue. Non, c'est de la laine à chaussettes dans le coloris l'auto-bronzant du président. J'adore ces noms de couleurs, c'est vraiment trop drôle. Donc là, j'en ai utilisé 9 grammes. Et il m'en reste que je vais utiliser dans un de mes projets en cours, vraisemblablement. Ensuite, pour ce qui est de la bordure en brioche, ici, donc en couleur principale, sur l'endroit du travail, ici, vous avez les côtes de couleur noire, donc ça c'est la Bergère de France, la Coton 50 dans le colorisant, et puis la couleur contrastante, qui constitue donc les côtes sur l'envers du travail. C'était un beau reste hein, que j'avais de cambrioler la pâtisserie, donc une laine vilaine en retordu, en fingering retordu, il me restait 45 grammes. Donc c'est pour ça que je l'avais gardé pour la fin, parce que je sais que la brioche, ça bouffe énormément de laine, et je voulais faire la plus grande bordure de brioche possible, sans avoir à changer de laine en cours de route, parce que ça aurait été vraiment très très moche. Donc en gros, j'ai rabattu cette bordure au moment où j'avais épuisé mon stock de cambrioler la pâtisserie, donc de ma couleur contrastante. Et on termine par un I-cord dans la couleur principale, donc cette couleur noire, Bergère de France, Coton 50 colorisant. Alors dans le patron, il préconise de faire des pompons ou des glands à chaque angle. Parce que forcément, on partait sur une forme en toile d'araignée. Donc, on a une bordure qui forme des angles, comme ceci, avec des augmentations dans la brioche, que vous voyez ici. Rebelote. Ah, ça y est, les enfants sont sortis dans la cour. Voilà. Donc, lui préconise de mettre un gland à chaque angle ici. Mais comme je l'avais expliqué l'année dernière, moi les pompons, les machins, j'aime pas trop ça. Donc bah comme l'année dernière, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait de gland aux angles. Voilà, ils se portent comme ça quoi. Et puis c'est tout. Alors je vais essayer de vous le passer. Bon, en sachant que avec la forme qu'il a, ce truc, je pense qu'il n'y a aucune manière vraiment orthodoxe de le porter quoi. Alors, il n'a pas bougé au blocage. J'ai fait un blocage pareil, absolument pas violent, quoi. Il est très, très coloré, hein, forcément, c'est un châle pudding, donc dans les tons rose, rose-violet, voilà. C'était un bonheur de refaire de la brioche sur un projet qui se tricote à plat. L'année dernière, j'avais fait un col, un snood, avec en brioche, intégralement en brioche, mais qui se tricotait en rond. Donc ça, c'était génial aussi. Mais j'étais contente de refaire de la brioche qui se tricote à plat. Alors, il y a des endroits où j'ai merdé hein, sur ma brioche. Hein. Il y a eu des loupés. Je sais pas encore bien rattraper les conneries en brioche. J'ai regardé des tutos, mais c'est pas... Vous voyez là, sur ma bordure. Il y a eu quelques loupés sur les débuts de rang et des trucs. Bon, je les ai laissés comme ça, hein, c'est pas très très grave. Mais voilà, je sais pas encore très bien récupérer les bêtises sur la brioche, ça va venir. Hein. Encore une fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il est très agréable à porter, je pense que c'est parce qu'il y a du coton et de l'acrylique, du coup il tient moins chaud. C'est plus un châle de demi-saison, même s'il n'y a plus vraiment de saison, hein, bien sûr. Ben, moi, je me suis vraiment éclatée à le tricoter. Alors, la brioche, le seul problème que j'ai, c'est que comme on tricote 2 fois les mêmes mailles, il faut réenfoncer les mailles dans les aiguilles pour repartir avec la deuxième couleur sur un rang.
Et je vais l'évoquer avec un autre projet, avec un projet en cours tout à l'heure. Mais moi, quand il faut réenfoncer les mailles sur les aiguilles, bah, c'est là que je me flingue les mains. C'est là que j'ai vraiment mal. Ce qui fait que finalement, pour faire ma bordure en brioche, au-delà du fait que c'est un point qui prend plus de temps, parce qu'encore une fois, on tricote 2 fois les mailles, on tricote tout en double, quoi. Bah, il a fallu que je fasse plus de pauses entre les séances de tricot parce que j'avais mal aux mains. Mais c'est le seul bémol et c'est pas du tout lié au patron ou à la laine ou machin. C'est que bah, moi, avec mes mains, je fais pas ce que je veux, quoi. Un châle barré, un projet complètement barré. Je vais peut-être me lever, vous le représenter en grand quand même. Donc comme je vous le disais, on commence par cette petite pointe ici. Ensuite, on a nos culottes de Charlotte. Ensuite, le pas chassé des nouvelles sections qui s'ouvrent. Ensuite, ma caméra aime pas beaucoup. Sur mon retour écran, je vois que ma caméra aime pas du tout les rayures. J'espère que ça va rendre mieux à la vidéo. Ensuite, on a donc notre Méry-Soie offert gentiment par Ricardo, donc dans le coloris Prague. Notre petit peps d'orange, de vitamine D ici, là. À nouveau un petit peu de rose, le teacup, l'auto-bronzant du président et enfin la bordure en brioche. Voilà. Donc, un châle slash plaid slash gros délire que je me suis éclatée à faire. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de passer au projet en cours. Alors, pour les projets en cours, on reste avec Steven West, on reste avec un châle complètement barré, puisque je me suis lancée dans la réalisation du châle Fantastic. Donc c'est cette chose-là. En fait, je l'avais vu sur l'Instagram de Sylvette, donc de Silou M, que je salue au passage. J'avais vu une photo, enfin plusieurs clichés de son châle, et je l'ai trouvé mais sublime, j'ai trouvé magnifique. D'ailleurs, elle vient de sortir un nouveau podcast où ce châle est un peu la star du show, je trouve. Donc je vous invite à aller voir le podcast si ce n'est pas déjà fait, parce que c'était un bonheur de le voir en action, quoi. Donc, j'ai vu son Instagram, je finissais le châle dont je viens de vous parler. Je me suis dit, je vais pas me refaire encore un châle pudding à partir du Garter Goodness. C'est bon, j'en ai fait 2, voilà. Donc, j'ai investi dans ce patron de Steven West. Et j'ai commencé mon châle pudding vert, cette fois-ci. Bon là, j'espère que la caméra aura moins de mal. Elle aussi, elle est barrée. Elle est complètement barrée. Donc, j'ai plein de restes verts, bleus, etc. Donc, ça va être le thème de ce châle. En sachant que je vais aussi balancer soit des couleurs contrastantes comme le violet, des couleurs complémentaires, pardon, soit des vieux restes qui traînent... on s'en fout, hein. De toute façon, le châle, il va ressembler à rien, il va être complètement barré, déjanté, il ira avec rien à part avec lui-même. C'est un peu l'idée. Ce châle, je le tricote en aiguille de 4,5. Le précédent, je l'ai tricoté en aiguille de 4, c'était un petit peu serré, j'avais mal aux mains, donc là, je suis montée d'une taille d'aiguille, en sachant que je ne fais jamais d'échantillon pour les châles, je m'en fous, hein. À partir du moment où c'est un châle, c'est grand, plus ou moins grand, on se l'enroule autour du cou, on s'en fout, quoi. J'ai commencé avec... En fait, il me reste encore plein de boulettes de vilaine. Donc, ça va être le moment de les balancer, quoi. Donc, ici, ce qui m'a servi à faire l'amorce du châle. J'ai un petit peu galéré, mais après, ça s'est arrangé. Donc, il s'agit de laine vilaine en solitaire fingering. Donc, c'est à nouveau de la fingering. Une boulette que j'ai pas encore intégralement utilisé mais qui va disparaître dans ce châle. Dans le coloris basilic écrasé, c'est vraiment plus vif que ça, hein. C'est vraiment un vert qui pète, quoi. La caméra lui rend pas justice. Alors si je me rapproche un petit peu, on va essayer ça. Là ça donne quoi? Ouais, c'est un petit peu mieux déjà.
Et là. Ouais, c'est moins sourd que ça, hein. C'est vraiment un verre qui pète, hein. Vraiment du basilic écrasé, voilà. Une couleur que en temps normal, je n'utiliserais pas pour un vêtement entier, mais là, on est dans un gros délire, donc on s'en fout. Ensuite, il me restait très peu de cambrioler la pâtisserie, genre à l'issue de ma brioche dans le projet précédent. J'avais pas assez pour faire encore un rang de brioche, donc je m'étais arrêtée. Il me restait une petite quantité de fil, je me suis dit bah, je vais le balancer là, on s'en fout. C'est pas très contrastant, c'est pas forcément la couleur la plus adéquate, mais le fait est que le châle, ça va être un châle en demi-lune qui va devenir énorme. Donc mes restes de laine, il faut que je les intègre dans le châle, pas nécessairement en fonction des contrastes de couleurs, mais par rapport à la quantité de laine qui me reste dans cette couleur. Plus on va agrandir le châle, plus j'ai intérêt à avoir des beaux restes, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis cambrioler la pâtisserie ici, parce que c'était que 2 rangs, et même chose ici, hein, entre les 2 sections suivantes, et j'ai utilisé tout mon reste. Pour ce qui est du violet, donc une couleur complémentaire avec le vert, que vous avez dans cette section ici. C'est à nouveau de la vilaine, de la solitaire fingering. C'est une boulette que j'ai dans le coloris La Robe d'Anne. Il m'en reste encore pas mal pour faire une section plus tard. Ensuite, on attaque la première section vraiment rigolote, parce qu'en fait, ce patron, c'est un petit peu un laboratoire de points texturés, machin. Donc moi, c'est cool parce que je vais apprendre plein de choses, hein, c'est sûr. Je vais galérer, ça aussi, c'est sûr, mais je vais apprendre plein de choses. Donc, ça m'intéresse. Et puis, en plus, j'avais envie de faire un châle déjanté, donc voilà. Donc ici, j'ai mélangé 2 couleurs que m'a offerte Ricardo à nouveau, hein, Canary Lotus. Donc vous avez la couleur vert clair ici, qui fait les rayures. Il s'agit d'un beau reste qu'il m'a offert de Hedgehog Sock dans le coloris Skinny Dip. Donc il me reste encore ça. Ah, vous le voyez bleu, mais en fait, il est pas bleu du tout. Il est vert pétant, quoi. Et en couleur contrastante, c'est une autre couleur, une autre laine qu'il m'a donnée. Où es-tu? C'est une boulette un verre d'eau comme ça, presque un bleu-vert canard, qui sert donc de couleur contrastante et avec lequel on fait les petites côtes torse ici, là. Les petites torsades ici, comme ça. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'auto-bronzant du président, donc de laine vilaine que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous voyez, il m'en reste un bon peu aussi. Il est très sympa et bon bah il fera un contraste avec les autres couleurs. C'est pas idéal, c'est pas forcément très heureux, mais c'est pas vilain non plus, donc bah moi ça me va. Et là j'ai attaqué une nouvelle section qui est la section de triangle avec une laine moutarde. C'est un reste de Laféfil dans le coloris au nez moutarde. Donc c'est de la fingering en superwash. En fait, c'est le reste d'un châle que j'avais fait pour ma femme l'année dernière. Je lui avais fait ce Shiraoshi. Donc un patron très connu de Marguenet avec des petites bubules en rang raccourci comme ça. Que j'avais eu énormément de plaisir à tricoter. Je m'étais vraiment éclatée à faire ce projet. Donc elle voulait un châle moutarde et aubergine, c'est exactement ce qu'elle a eu. Et donc j'avais un reste de laine moutarde de Laféfil que j'injecte dans mon châle pudding vert, quoi. Le problème, c'est que vraisemblablement je vais pas avoir assez de moutarde pour finir mes triangles là. Donc je sais pas ce que je vais faire. Comment je vais me débrouiller pour finir la section. Va falloir que je prenne une autre couleur qui tranche ou au contraire qui se fond dans... J'ai rien d'approchant qui me reste dans mon stash. Donc voilà, va falloir que je cherche sur Ravelry des gens qui déstachent un coloris approchant. Ou idéalement ce coloris. Je me sens pas de racheter un écheveau juste pour ça, quoi. Donc on va voir comment ça se goupille. Je verrai bien quand j'aurai fini ma pelote. Sinon, dans les couleurs que j'ai envie d'injecter dans ce projet, il y a une boulette complète encore une fois de vilaine.
Cette fois-ci dans le coloris, donc c'est la laine à chaussettes dans le coloris Les Verts de Catherine. C'est un bleu vert canard qui est pas très éloigné de... Ah si, l'autre est quand même plus clair, celui-ci est quand même beaucoup plus clair. Donc voilà, on reste dans les tons verts. Je vais utiliser de la Bergère de France de coton 50 dans le colorisant. Donc c'est cette laine noire que j'ai utilisée dans le châle précédent et que j'apprécie beaucoup. Enfin, encore une fois, c'est pas de la laine, c'est du coton et de l'acrylique, mais vous avez compris. Ensuite, il me reste une belle quantité de la Fée-Fil en single dans le coloris Atlantide. Que j'avais utilisé pour faire les dentelles de mon gilet Old Romance de Rory Locatelli, pour faire aussi une chaussette de téléphone, mais voilà, donc ça n'avait pas bouffé beaucoup de quantité, donc j'ai presque un écheveau complet d'Atlantide pour faire une des sections plus tard dans le châle où il faudra une bonne quantité de laine. Je me demande dans quelle mesure je vais pouvoir caser ce beau reste de lancé de menhir qui était ma couleur principale, pareil dans le châle, non pardon, le châle, n'importe quoi, dans le gilet de Rory Locatelli, le Old Romance, parce que ces deux couleurs là fonctionnent très bien ensemble. Donc peut-être faire une section où justement vers la fin où il faut combiner les deux, parce que je trouve que c'est vraiment un très très beau combo. Et puis sinon il faut que je trouve d'autres couleurs à insérer. Alors j'ai des écheveaux, excusez-moi, je vais me décaler. J'ai des écheveaux verts. Au début j'avais pensé mettre ce Madeleine Tosh, j'ai un écheveau complet là en single dans le coloris Oak, mais en fait il est triste. Il sera pas joli dans le châle, donc j'y ai renoncé. Injecter donc un écheveau de la Fée-Fil, donc c'est du 100% Merino Superwash dans le coloris à la cime. Donc que j'avais acheté à Édimbourg pour me faire un gilet. J'avais pris 5 écheveaux pour me faire un gilet. Je me suis rendu compte que quand je me fais un gilet en fingering, finalement j'utilise 4 écheveaux, pas plus. Donc j'en utilise moins que ce que je pensais, ce qui fait que potentiellement j'ai un écheveau que je vais pouvoir balancer dans le projet. Pour rester dans les tons verts. Même situation, même scénario pour cet écheveau de The Uncommon Thread dans le coloris Zitouni. Donc c'est ce magnifique vert olive. C'est de la poche fingering. C'est du BFL, cachemire, enfin soie quoi. J'en ai acheté 5 écheveaux pour me faire un gilet. Est-ce que j'en sacrifie un, entre guillemets, pour le mettre dans le châle? Je sais pas, je suis pas sûre que ça fasse bon ménage. Donc voilà, il y a encore des petites hésitations. Il y a encore, j'ai encore une marge de manœuvre pour injecter des couleurs, des restes, etc. dans ce châle. À voir ce que ça va donner. Peut-être plus la Fée-Fil que le Uncommon Thread à introduire dans le châle. On va voir. Et puis, de toute façon, je vais improviser au fur et à mesure. Donc, l'idée, c'est de se faire plaisir et de virer les restes. Surtout. Donc, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous voyez, je viens de le commencer. Alors, je m'éclate, mais je viens de le commencer il y a 2 jours, après avoir vu la photo de la Miss sur Instagram. Donc, ça suit son cours, quoi. Mais je voulais vous le présenter parce que je suis très excitée par ce projet. Autre projet en cours qui n'a, lui, pas beaucoup bougé, c'est mon gilet Georgetown par Anna Fettig. Donc c'est un patron qui se trouve dans son bouquin Home and Away. Je crois que maintenant il est disponible de façon individuelle sur Ravelry. C'est ce gilet ici. Donc vraiment le gilet doudou pour l'hiver. Donc c'est du gros fil, ça tient chaud. Donc c'est vrai que j'avais pas trop envie de le tricoter ces temps-ci. J'ai quand même avancé un tout petit peu. Je le tricote en laine Gilliatt de Dererum Natura dans le coloris poivre et sel. En gros, c'est pas une laine teintée, c'est un mélange de poils
blanc et noir. C'est un coloris que j'aime beaucoup. Et j'en suis arrivée au moment où je resserre à la taille, un petit peu avant de faire la séparation des manches et du corps. Alors malheureusement vous n'allez pas bien vous rendre compte parce que les aiguilles sont un peu courtes. Mais en gros je voulais qu'il couvre bien le popotin. Puis c'est le modèle qui est comme ça, hein, c'est censé être vraiment le truc... donc j'ai fait pas mal de réduction ici et là, donc j'en suis au moment où j'arrive sous la poitrine. Je vais pas tarder à séparer le corps et les manches. Mais il est un petit peu au dodo celui-là en ce moment parce que j'ai envie de manipuler des laines un petit peu plus légères, quoi. C'est une laine que j'aime beaucoup, hein. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir signalé que elle est sèche, elle est rustique, mais c'est un bonheur à tricoter parce qu'elle est ronde. Puis j'aime bien cette teinte naturelle, mais c'est vrai que c'est pas le projet que j'avance le plus en ce moment. Je suis vraiment sur mes couleurs déjantées et sur plutôt de la fingering. Donc ça c'est typiquement un projet que je vais reprendre, je pense, cet hiver. Le dernier projet en cours que j'ai à vous montrer, c'est une paire de chaussettes. Vous n'alliez pas vous en sortir comme ça sans une paire de chaussettes. Je reprends le patron habituel, hein, ma zone de confort qui est le Vanilla Latte Socks de Virginia Rose Jeans. J'ai appliqué les modifications que j'avais faites l'année dernière, à savoir que j'ai à cœur d'utiliser toute la pelote pour ma paire de chaussettes, donc ça veut dire les faire remonter plus haut sur le mollet. Ce qui fait que je démarre avec 72 mailles pour vraiment monter, enfin vraiment jusqu'à la pliure du genou, quoi. Et ensuite on avance vers la pointe. Voilà, donc c'était ce que j'avais calculé précédemment dans un projet où je partais de la pointe et je remontais vers le mollet. Alors j'ai pas tellement avancé parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure par rapport à la brioche de mon châle pudding rose, le fait de devoir réenfoncer les mailles sur les aiguilles, soit pour faire la brioche, soit là, en l'occurrence, pour le Magic Loop, ce geste-là me fait super mal aux mains. Donc je peux pas... Ça fait mal aux mains. C'est vraiment pas confortable. Donc je les ai un peu mises en stand-by aussi parce que j'avais mal aux mains en fait. À les tricoter comme ça. Mais sinon c'est un coloris que j'aime beaucoup. Voilà, on est sur des coloris marron, cappuccino, crème, etc. C'est une pelote de laine Walbot dans le coloris Wisconsin. Donc c'est un lot de 3 pelotes que j'ai acheté sur le site Butinette. Ça je vais vous en reparler dans la partie acquisition. J'adore faire ces chaussettes, c'est juste dommage que j'ai mal aux mains tellement vite quand je fais du Magic Loop, quoi. Donc pour l'instant elles sont un petit peu au dodo elles aussi, mais dès que mes mains ça ira mieux, bah écoutez, j'espère avec le nouveau traitement, bah, je reprendrai le tricot de ces chaussettes. Et on en a fini pour les projets en cours. Donc vous voyez, à part le châle pour lequel je suis vraiment très motivée, les autres ils sont un petit peu au dodo. C'était des projets qui étaient déjà, surtout le gilet qui était déjà en cours avant. Et puis à voir ensuite selon mes envies et mes mains ce qui va se présenter, quoi. Donc je vous propose qu'on passe aux acquisitions. J'en ai pas beaucoup à vous montrer parce que j'ai un stash très fourni, mais j'ai fait quand même quelques petits achats. Alors première acquisition, ce patron, hein, de Steven West, donc le Fantastiche Shawl. Voilà, je copie Silou, Silou M. Je pense que ça va vraiment être très sympa à faire. Ensuite, donc comme je l'évoquais, j'ai acheté un lot de laine Walbot, ça se présente dans le plastique comme ça, sur Butinette. Donc c'est des lots de 3 pelotes. J'en ai offert une. Je suis en train d'en tricoter une et la troisième, la voici.
Donc encore une fois, le coloris Wisconsin, on est sur des dégradés de rouille, de marron, de couleur cappuccino, de couleur crème. Enfin, j'aime beaucoup ce combo. Je n'ai pas résisté à racheter un lot de, pareil, toujours Walbot laine à chaussettes, cette fois-ci dans le coloris Christmas Wonderland. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore ces couleurs. Je trouve plus mes chaussettes de Noël, tiens. Voyons. Il m'en reste. Donc là, ce sera soit pour faire des chaussettes de Noël, soit accrochez-vous pour faire un châle de Noël. Bah oui, parce qu'après tout, c'est de la laine à chaussettes, c'est de la laine en fingering. Donc, le ridicule ne tue pas. Soyons à fond dans Noël. Ouais, peut-être pour faire un châle. Pourquoi pas. Ça coûte une misère et j'adore ce fil. Donc c'était rigolo. Et alors, la dernière trouvaille, le truc complètement accidentel, ce sont ces aiguilles droites de la marque Pony. Les petits poneys là. En 4,5. Donc elles sont roses. Alors moi je trouve ça rigolo. Vous avez inscrit sur les aiguilles le nombre de mailles. Je sais pas qui a mis la jauge là, mais c'est quelqu'un qui tricote beaucoup moins serré que moi. Moi on en met le double, hein, et voilà. Donc des aiguilles droites en 4,5 en aluminium, rose, ce qui ne gâche rien. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'on avait droit à un cadeau France Loisirs. Et quand on s'est pointé au magasin, elle nous a sorti une grosse boîte avec des vieux kits de loisirs créatifs, machin. On a fouiné, il n'y avait rien qui nous inspirait. Il y avait juste donc cette paire d'aiguilles Pony rose. Je pense pas que je vais beaucoup m'en servir, mais c'était le seul truc qui m'a accroché l'œil, parce que j'ai trouvé joli, et puis on ne sait jamais, peut-être qu'un jour je vais m'en servir. On ne sait pas. Donc voilà, c'est la dernière acquisition. Alors là, pour le coup, complètement accidentelle, quoi. Mais je trouvais ça rigolo. Alors, on en a fini pour la partie tricot. J'espère que ça vous a plu, même si j'ai l'intuition qu'il y a eu des loupés au niveau de la caméra. Il faut que je m'habitue à ma nouvelle caméra, à être dans le champ. Donc, il y a peut-être eu des loupés, je verrai ça au montage. Et puis, je vous dis à bientôt pour du contenu tricot, j'espère le plus tôt possible, avec mon châle pudding vert complètement barré de Steven West, et puis peut-être d'autres projets qui vont venir s'incruster en fonction de mes envies, de mes possibilités. Voilà. Si vous avez encore un petit peu de temps devant vous et que ça vous intéresse, je vous propose qu'on passe à la partie littérature et à une sélection de livres complètement barrés, déjantés, qu'on a préparé avec ma moitié. À tout de suite. Alors on enchaîne avec la partie littérature, où je vais vous présenter un certain nombre de livres que je qualifierais de barrés. Alors c'est un terme qui peut recouvrir plusieurs réalités. Ça peut être des livres loufoques, ou avec des personnages loufoques, ou une intrigue complètement abracadabrante. Ça peut être des livres qui montrent de l'humour absurde, de l'humour typiquement anglais, donc l'humour absurde, quoi. On peut avoir un narrateur qui n'est pas très fiable. Vous allez voir que dans les bouquins que je vais vous présenter, il y en a quand même pas mal qui sont écrits à la première personne, ce qui a toujours un effet désorientant pour le lecteur. Surtout quand au fur et à mesure de la lecture on se rend compte que le narrateur n'est pas fiable ou n'est pas tout à fait équilibré, et que on a une vision distordue de la réalité, parce qu'on ne passe que par le prisme, par l'expérience de ce personnage, donc du narrateur. C'est vrai qu'un narrateur omniscient, c'est beaucoup plus rassurant pour un lecteur en général. Ça peut être aussi des livres qui sont malaisants, pour la raison que je viens d'évoquer, par exemple un narrateur qui souffre de troubles mentaux et dont nous sommes obligés d'adopter la perception à la lecture, puisque c'est le seul point de vue qui nous est offert par l'auteur. Donc voilà, je vais essayer de couvrir un certain nombre de points, de différentes façons dont on peut envisager la notion de livre complètement barré, quoi.
Il y en aura aussi une partie à la fin que je n'ai pas encore lue, qui font partie de mes prospects, qui sont dans ma pile à lire. Et donc, bah, c'est parti. Alors, les premiers livres que je voudrais mentionner, ce sont des livres pour enfants. Les livres pour enfants sont souvent un petit peu abracadabrants, avec beaucoup d'imagination, avec parfois une perte de repères, avec un monde imaginaire sans queue ni tête, tel qu'il peut se construire dans la tête d'un très jeune enfant. Mais à la lecture, ça transparaît pas toujours, enfin c'est pas toujours très très évident, ou des fois c'est un peu perturbant. Le premier dont je veux vous parler, c'est Charlie et le grand ascenseur de verre de Roald Dahl. Donc Charlie et la chocolaterie, j'avais bien aimé, mais sans plus. Je dirais que je préfère quand même Mathilda dans les romans pour enfants de Roald Dahl. Et la suite de Charlie et la chocolaterie, donc le grand ascenseur de verre, j'ai détesté ce livre. Je l'ai trouvé perturbant. J'ai trouvé l'intrigue par moments cruelle. Et ça m'a déstabilisée, mais pas dans le bon sens du terme. Donc c'est un livre qui est complètement barré, mais que j'ai pas trop aimé. Même remarque pour le diptyque Alice au pays des merveilles et Alice à travers le miroir, donc par Lewis Carroll. J'ai beaucoup de mal avec Alice au pays des merveilles. J'ai pas aimé le dessin animé Disney. J'ai pas aimé la perte de repères que je trouve extrême. Même gamine, déjà, j'aimais pas. Et je trouve que les romans font preuve de cruauté. Il y avait des personnages qui sont très très cruels. Vous avez de la violence gratuite. Vous avez des lignes narratives qui n'ont pas de suivi. Des personnages qui sont complètement fous. Et par exemple, le Mad Hatter, le chapelier fou, moi je le trouve pas du tout drôle comme dans le dessin animé. Il fait flipper. Le chat de chez Chat, il fait flipper aussi. Enfin... Voilà, je commence sur une note négative, je suis désolée, mais ce sont des livres complètement barrés, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais que j'ai pas trop aimé. Même punition pour Peter Pan de Barry. Le dessin animé est pas mal, le Disney est pas mal, surtout à cause du Capitaine Crochet, etc., avec le crocodile, ça c'est le côté rigolo. Par contre Peter, moi j'ai beaucoup de mal avec lui, je trouve que c'est un personnage qui est très très dérangeant, qui est cruel et sans empathie, comme parfois les enfants peuvent l'être. Et du coup, je l'ai mis dans cette catégorie des livres barrés parce qu'on part à Neverland, If you wish upon a star, voilà, mais pareil, c'est pas un bouquin que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et alors pour ceux qui parlent anglais, j'ai un espèce d'outsider à vous proposer que j'ai lu l'année dernière, qui s'appelle Bunicula, qui a été écrit par un couple. J'ai lu juste le premier tome, c'est une série de romans, par James et Deborah Howe. Et en fait, on suit les péripéties d'une famille qui adopte un lapin, et le chat est persuadé que ce lapin est un lapin vampire. Donc il met au point des stratégies toutes plus délirantes les unes que les autres pour exposer le fait que ce lapin est un vampire. Il a pour seul complice dans la maisonnée le chien qui est vraiment un gros pâteau gentil, qui comprend rien, enfin c'est un peu Minus et Cortex quoi. Et il essaie vraiment d'exposer le lapin, et le lapin est très très malin, et ce qui est amusant dans le premier tome en tout cas, c'est que vous arrivez à la fin du roman, vous ne savez pas si le chat a tout inventé, est devenu parano, il est cinglé, ou si le bunny est vraiment un Dracula, si c'est vraiment Bunicula. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai trouvé vraiment très très rigolo. Malheureusement, ce roman n'a pas encore été traduit en français, à ma connaissance, donc ça c'est vraiment pour nos amis anglophones. Je m'arrête là pour les romans destinés aux enfants. Il y aurait plein d'autres exemples, mais c'est vraiment ceux qui sortaient du lot à mon sens. On passe à un mouvement littéraire qui s'inscrit complètement dans le propos, qui est le réalisme magique. Donc moi, c'est un genre littéraire que j'aime beaucoup, où il y a à boire et à manger, hein, tout n'est pas parfait, hein. Il y a des romans qui sont un peu plus
prometteurs ou qui sont un peu mieux écrits que d'autres, on va dire. Puis il y en a certains qui pêchent un petit peu. Alors, une valeur sûre, ça reste quand même un bouquin et un auteur dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. Donc il a obtenu le prix Nobel en 82 pour ce roman, mais plus largement pour l'ensemble de son œuvre, à part ses œuvres vraiment de journalisme politique pur. Toute son œuvre de fiction, on va dire, relève du réalisme magique. Ça, c'est un parfait exemple avec tellement de symbolique, d'interprétation, de niveau de lecture. C'est un roman foisonnant, d'une richesse incroyable, qui est très déstabilisant. C'est du réalisme magique. Donc vous avez l'impression que vous êtes dans un univers qui pourrait être le vôtre, hein, avec des expériences qui pourraient être les vôtres. Puis d'un seul coup, vous avez le petit détail, le personnage, le comportement, l'événement qui fait que... c'est bizarre quand même, ce truc, c'est mon monde, mais c'est pas vraiment mon monde. Donc voilà, c'est ça le réalisme magique, ce qui fait que c'est à la fois si déstabilisant et si plaisant, parce que vous essayez désespérément de vous raccrocher à vos repères dans la vraie vie, et à tout moment, l'auteur peut tirer le tapis sous vos pieds. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre littéraire, et c'est quelque chose que Gabriel Garcia Marquez fait très bien. Dans le genre bouquin complètement barré aussi, vous avez Chronique d'une mort annoncée, complètement à l'ouest quoi. Vous avez L'automne du patriarche, qui en plus d'être un brûlot contre les républiques, ou plutôt les dictatures d'Amérique du Sud, écoutez, c'est complètement barré. Car c'est un roman qui est assez difficile à lire parce que vous devez avoir 3 phrases sur l'ensemble du roman. Donc il joue de la ponctuation, des subordonnées relatives, etc. Mais il n'y a quasiment pas de points dans le roman. Donc L'automne du patriarche, ce qui en rend la lecture assez inconfortable, mais ça fait partie de l'expérience, c'était complètement voulu par l'auteur, donc c'est un truc à accepter en lot en fait, hein, voilà. Donc Gabriel Garcia Marquez, une première valeur sûre pour l'Amérique du Sud, pour le réalisme magique d'Amérique du Sud. On part en Russie avec un précurseur du réalisme magique, Nicolas Gogol. Donc là, je vous présente un petit recueil de ces nouvelles. Elles n'y figurent pas toutes. Vous avez le journal d'un fou, vous avez le portrait, la perspective Nevsky. Il a écrit aussi Le Nez, etc., qui est sans doute, je pense, sa nouvelle, la nouvelle que je préfère. Le journal d'un fou est très drôle aussi. Donc Nicolas Gogol, il a vécu au 19e siècle. Donc on ne peut pas vraiment le classer en réalisme magique tel qu'on l'entend aujourd'hui, qui est vraiment un mouvement littéraire du XXe siècle, mais c'est un précurseur, donc c'est pour ça que je voulais l'introduire dans cette section. C'est complètement barré. Alors vraiment, hein, c'est drôle, mais qu'est-ce que c'est drôle! Et il faut juste accepter que l'auteur vous prenne par la main et vous embarque dans son délire. Voilà, c'est du pur délire. Le Nez, mais c'est à mourir de rire. Et voilà, Nicolas Gogol, en plus c'est des toutes petites nouvelles, donc si vous attaquez aux auteurs russes, ça vous fait peur. Les nouvelles de Nicolas Gogol, c'est un bon début. Pour ce qui est du réalisme magique du XXe siècle, un autre livre que j'ai déjà mentionné sur cette chaîne, Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Donc là, sous couvert de critiquer le régime communiste, la société du temps des soviets en Russie, vous avez des histoires de délation, de personnes qui disparaissent, d'absurdité administrative, de ces sociétés qui vivent dans la peur de se faire dénoncer, voilà. Et vous avez le diable, un chat géant, une espèce de sabbat avec des sorcières, enfin c'est du grand n'importe quoi, et ça se lit à toute vitesse, et c'est drôle parce que c'est à la fois mordant, il y a un sous-texte politique qui est très fort, et en même temps c'est complètement déjanté, ça n'a ni queue ni tête, et c'est très bien écrit. Donc réalisme magique russe, moi je vous conseille Le Maître et Marguerite. On passe en Allemagne avec Le Tambour de Günter Grass, qui a été adapté en film. D'ailleurs, le gamin qu'ils ont casté pour interpréter le rôle principal, c'est un acteur, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai sur l'écran là, qui joue aussi dans Legend, il faisait l'elfe. L'acteur fait flipper, ils ont vraiment choisi un acteur avec un physique très particulier. Donc le pitch du tambour, c'est on suit les aventures d'un gamin qui ne grandit plus,
qui reste coincé au niveau de sa croissance à l'âge de 3 ans, qui adore taper sur des tambours en métal. Il faut sans arrêt lui en refournir d'autres parce qu'il les défonce les uns après les autres. Mais dans sa tête, il continue à grandir. C'est presque un adulte, mais dans un corps d'enfant, et il a des perceptions qui sont complètement distordues. Donc c'est un narrateur qui n'est absolument pas fiable. Et c'est sur fond d'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, donc dans le couloir de Danzig, ça se passe à Danzig. Et donc c'est à travers le regard de cet homme-enfant très très bizarre, des événements qui sont graves, hein, les événements qui ont précipité la Seconde Guerre mondiale, et c'est vraiment un roman qui est très déstabilisant, mais en même temps c'est un vrai plaisir à lire. Par contre il faut s'accrocher, il faut vraiment rester branché sur le gamin, sur les événements, mais c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, que je vous recommande. Dernier pays où on va s'arrêter pour le réalisme magique, l'Inde, avec Salman Rushdie, qui a un petit peu revisité le réalisme magique, qui l'a revampé, hein, si vous voulez. Alors pour l'instant, j'ai lu 2 romans de Salman Rushdie, celui qui l'a rendu célèbre, Les enfants de minuit, qui est complètement barré aussi. C'est bien à lire si vous connaissez un petit peu la société indienne et l'histoire de l'Inde moderne, puisque c'est sur fond d'indépendance de l'Inde, etc. Donc c'est un livre qui est très 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 curieux, qui est très déstabilisant, mais qui est lui aussi foisonnant, très très riche, qui est malaisant, hein, à bien des égards. Donc c'est une lecture sur laquelle je suis assez mitigée. Je suis contente de l'avoir lu parce que c'est un ovni le truc, mais je ne suis pas sûre de l'avoir complètement apprécié. Je ne sais pas ce qu'il donne en traduction française, moi je l'avais lu en VO. Même chose pour les versets sataniques, qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, puisque c'est ce qui a été à l'origine de la fatwa contre Salman Rushdie et l'affaire Salman Rushdie à la fin des années 80. Donc pareil, je l'ai lu en VO, je l'ai moins apprécié que Les enfants de minuit. Il est très dérangeant, là encore, très foisonnant. On a un narrateur qui n'est pas fiable. On est dans le monde réel avec des thèmes de la vie réelle qui sont durs, hein. Et puis à côté de ça, vous avez des trucs qui partent en freestyle total, quoi. C'est assez curieux comme lecture. Mais c'est une curiosité que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Au moins un de ces deux romans. Pour vous faire une petite idée de ce que l'Inde moderne a à offrir. Et Salman Rushdie, c'est une plume complètement à part en fait, hein. On adhère ou on n'adhère pas, mais ça vaut le coup de s'y frotter au moins une fois dans sa vie. Alors, troisième catégorie, après les livres pour enfants et le réalisme magique, j'aimerais vous parler de livres fantastiques au sens large. Le fantastique est déjà de base déstabilisant ou malaisant, ou voilà, ça peut être loufoque, donc ça peut rentrer, on trouve beaucoup de livres complètement barrés dans le fantastique. Donc le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. Moi, c'est un livre qui m'a fait mourir de rire. C'est un tout petit truc, hein, qui m'a fait mourir de rire. C'est les débuts de l'Homme de Cro-Magnon, revus et visités par un auteur complètement déjanté. C'est de l'humour absurde. C'est à la fois débile, parce qu'on se doute bien, si on connaît un petit peu la préhistoire, que ça s'est pas passé comme ça, et en même temps c'est délirant, c'est tellement drôle. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire. Un petit peu dans la même veine, mais en moins drôle, j'aurais casé Le père de nos pères de Werber. Donc Werber, j'avais lu la trilogie des fourmis que j'avais trouvé très bien. Les Thanatonautes, j'étais déjà plus... c'est un petit peu bizarre. Le père de nos pères, c'est à la fois drôle, c'est une vision complètement barrée des débuts de l'espèce humaine. En fait, on remonte encore plus que dans Pourquoi j'ai mangé mon père. Il y a le thème de la paternité, de l'évolution, de nos ancêtres, hein. Voilà, c'est au cœur du propos. Et je crois que c'est le dernier livre de Werber que j'ai lu, parce qu'après il partait en freestyle sur ses anges, etc., les archanges. J'ai pas suivi. J'ai une amie qui a lu quasiment tous ses bouquins et qui m'a dit que
Après, fallait s'accrocher. On l'a perdu, il est dans la stratosphère, quoi. Mais Le Père de nos pères, c'est une curiosité que je vous invite à lire si c'est pas déjà fait. Il propose une théorie sur l'origine de l'espèce humaine qui est assez rigolote, quoi, on va dire. Alors, un autre roman que j'ai lu qui m'a... Alors lui, pour le coup, qui m'a pas plu parce que en fait, il a été marketé comme un polar et finalement, c'est un fantastique bizarre. C'est Colère de Denis Marquet. En fait, le pitch, c'est au début, il se passe des phénomènes très très bizarres sur Terre, des aberrations météorologiques, les animaux se mettent à faire n'importe quoi, les gens meurent, deviennent agressifs, s'entretuent ou attrapent des bactéries, des virus bizarres, etc. Donc c'est peut-être un roman de saison, hein, je ne sais pas, en plein Covid. Et ça part vite en roman d'anticipation bizarre, fin du monde, et c'était franchement space, quoi. C'était vraiment, vraiment barré, mais pas dans le sens où je m'y attendais. Donc pareil, un ressenti assez mitigé sur le roman, mais une curiosité que vous pouvez lire si vous voulez. Alors je voudrais quand même mentionner Stephen King, puisqu'on est dans le fantastique. Stephen King, c'est souvent malaisant, hein, il n'est pas tout seul dans sa tête, hein, on le sait tous. J'aurais pu choisir plusieurs romans pour cette vidéo, mais j'ai préféré me focaliser sur Salem de Stephen King. C'est très certainement un des romans les plus malaisants de Stephen King qui m'ait été donné de lire. J'en ai lu entre 40 et 50 romans de Stephen King, donc c'est un auteur que je pense que je connais bien. Donc si je vous dis que celui-ci est un des plus malaisants, c'est qu'il est vraiment malaisant. Il essaie de s'intéresser aux sorcières de Salem dans un setup moderne. Il y a des phénomènes bizarres, mais... il y a un côté un peu Blair Witch, perte de repères, il y a des allusions sexuelles, l'héroïne, il lui arrive des trucs d'un point de vue sexuel qui sont très très malaisants. Enfin, c'est un roman qui est très très bizarre, qui dénote, je trouve, dans la production de Stephen King, même s'il s'est frotté à plusieurs genres et qu'il n'hésite pas à nous sortir de notre zone de confort assez fréquemment. Salem, il est vraiment barré, hein. Il est vraiment vraiment particulier. Un autre auteur que j'aime beaucoup, Dan Simmons, qui a écrit des romans d'anticipation, de science-fiction. J'ai déjà évoqué ses Cantos d'Hyperion sur la chaîne. Le roman dont je voudrais vous parler, c'est Drood, que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai conseillé à mon père, qu'il a beaucoup aimé également. Donc en livre de poche, il fait 1200 pages, donc c'est un pavé, hein, vraiment. C'est un des plus gros livres, si ce n'est le plus gros livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais une fois qu'on est rentré dans le truc, on ne peut plus lâcher ce roman. Et en fait, le pitch, c'est c'est un roman à la première personne. Et le narrateur, c'est Wilkie Collins, qui est considéré comme le créateur du genre du roman policier. Et donc on est dans la tête de Wilkie Collins, qui était un opiomane avéré, hein, qui avait des gros problèmes d'addiction à la drogue, qui était aussi un proche de Charles Dickens. Et donc en fait, à travers son regard, on explore son amitié avec Charles Dickens. Et très rapidement, on se rend compte que le narrateur, donc Wilkie Collins, perd pied avec la réalité. Il fréquente les bas-fonds de Londres pour fumer son opium, il rencontre des gens pas très fréquentables, et il rencontre notamment Drood, qui au départ est un personnage de fiction du dernier roman de Charles Dickens, son dernier roman qui est inachevé, et qui prend une forme physique dans ce roman de Dan Simmons. C'est l'occasion pour Dan Simmons aussi de montrer à quel point il a une culture littéraire qui est très très vaste. Cette fois-ci, il ne fait pas référence soit à l'Antiquité, à Homère, comme c'était le cas par exemple dans Ilium et Olympos, ou avec Hyperion, on est avec les poètes anglais romantiques. Là, on est avec Charles Dickens, avec Wilkie Collins, on est dans l'Angleterre victorienne, dans ce qu'elle a de plus noir, de plus sombre à proposer. Vous avez un côté un petit peu Anne Perry, hein. Il y a une forme de perversion, hein, dans ce roman, et c'est très malaisant parce que on est dans la tête de Wilkie Collins et ça va pas, quoi. Il va pas bien du tout, cet homme, tel que le dépeint Dan Simmons en tout cas. C'est une vraie expérience de lecture, c'est un livre qui est complètement perché et que j'ai adoré. Donc c'est vraiment un roman que je vous recommande chaudement. Dans la même veine, vous avez ce roman de Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle,
Nous avons toujours habité le château, qu'on a lu toutes les deux avec ma femme. Pareil, c'est un roman qui est écrit à la première personne. On est dans la tête de la plus jeune des sœurs qui sont un petit peu, qui vivent comme des recluses dans le château familial suite à un drame et qui sont mises au banc de la société de leur village. Il y a de la magie, la gamine elle est pas nette, elle met en place des rituels un peu bizarres, et puis à un moment donné il y a quelqu'un qui arrive dans la famille qui va perturber la dynamique très fragile de ce qui reste de la famille, qui va perturber le petit univers de l'héroïne, de la narratrice, qui essayait de mettre un peu d'ordre dans le chaos de sa vie, et ça va partir en cacahuète quoi. Donc c'est Shirley Jackson, c'est une plume qui est très particulière, l'auteur était pas bien déjà, elle s'est suicidée la pauvre, elle était complètement paranoïaque, etc. Et c'est des choses qu'on va retrouver dans le roman, mais c'est une lecture qu'on a appréciée toutes les deux avec ma moitié, et c'est un auteur que je vais mentionner un peu plus tard dans la vidéo. Donc nous avons toujours habité le château, une lecture que je vous recommande. Toujours dans le fantastique malaisant, dérangeant, vous avez La chambre de Naomi qui a été écrite sous le pseudonyme de Jonathan Aycliffe. C'est un pseudonyme de Daniel Easterman, qui est déjà un nom de plume hein, d'un auteur qui s'est protégé. Daniel Easterman, moi c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui n'est plus réédité malheureusement, mais si vous aimez les polars sur fond de mysticisme, comme à la Da Vinci Code, mais le niveau clairement au-dessus. Moi, c'est un auteur que je vous recommande. Le nom de la bête, je crois que c'est le roman de lui que j'ai préféré. C'était à la base un Britannique des services secrets, donc c'est pour ça qu'il a cherché à protéger son identité sous plusieurs pseudonymes, sous plusieurs noms de plumes, qui connaît très bien le monde musulman, les terrorismes, etc. Et c'est sa source d'inspiration première pour la plupart de ses romans. Policier / mystique. La chambre de Naomi, moi ça m'intriguait de lire ce roman parce que c'est clairement du fantastique. On est sur une maison hantée, sur la chambre de Naomi. Naomi c'est une gamine qui est décédée. Au moment où le roman commence, on est avec son père qui se remet pas de ce deuil. Et ça va partir en cacahuète, mais d'une force. Et c'est un roman qui est très très malaisant, donc warning hein, pour les personnes un petit peu fragiles. Celui-là, il est dur. Je pense que c'est un des plus durs parmi ceux que je mentionne aujourd'hui. Mais c'est complètement barré. Perte de repère. Alors là, vous êtes servi. Il est très très efficace. Hein. Ça fait 15 ans que je l'ai lu, 20 ans, et j'en garde encore des souvenirs impérissables. Hein, voilà, donc pour lecteurs avertis, on va dire. C'est un peu le cas aussi de celui que j'aurais sans doute dû mentionner en premier, qui est La Métamorphose de Kafka. Donc là, on est sur un classique moderne. Kafka, bon, vous en avez tous entendu parler, La Métamorphose, vous êtes sans doute nombreux à l'avoir lu. C'est un roman qui est extrêmement malaisant. Hein, enfin, c'est plus une nouvelle qu'un roman d'ailleurs. Hein. C'est très très malaisant. C'est triste, c'est absurde. C'est au passage forcément une attaque au régime communiste, hein, comme peut l'être aussi sa nouvelle, pareil, La colonie pénitentiaire, voilà c'est ça. Pareil, qui est une nouvelle, j'aurais pu choisir celle-là aussi, mais voilà, La Métamorphose de Kafka, on est bien là-dedans, dans le barré malaisant, mais c'est un classique, c'est une expérience de lecture qui mérite le détour, je pense. On va finir cette catégorie sur une note plus positive avec Barjavel et l'Enchanteur, ou comment revisiter la légende arthurienne avec un joint. Je ne sais pas comment le dire autrement, en ayant fumé un joint. C'est vraiment un gros délire, et c'est une des versions de Merlin l'Enchanteur que je préfère. C'est vraiment, vraiment très sympa à lire, c'est léger, c'est barré, c'est vraiment à l'opposé des derniers romans que je viens d'évoquer. Ensuite, j'ai dû faire une catégorie Les Inclassables, ou ceux qui ont eu des prix littéraires, donc on est sur des romans un peu plus récents. Le premier avec lequel je voudrais commencer, c'est Abattoir 5 ou Slaughterhouse 5 de Kurt Vonnegut, qui est un brûlot anti-guerre que j'ai déjà mentionné, où on suit les péripéties de Billy.
Ce personnage qui a vraiment pas de bol, c'est un soldat américain qui se retrouve en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il lui arrive des péripéties pas possibles, il se retrouve dans des merdes pas possibles, mais il s'en sort toujours. Et notamment, grâce à l'abattoir 5 dans lequel il est retenu prisonnier par les Allemands, il survit au bombardement de la ville de Dresde par les Alliés. Donc c'est absurde, c'est complètement délirant, c'est un roman qui est hyper important, qui est très important pour la deuxième moitié du XXe siècle, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et à relire, et que je vous recommande chaudement. Même genre de livre complètement délirant, vous avez Muriel Spark, donc une autrice écossaise avec La place du conducteur. Donc ça pareil, c'est un roman que j'ai déjà mentionné sur la chaîne, c'est un tout petit truc. Ma femme l'a lu aussi en français. Muriel Spark, c'est vraiment une autrice écossaise très importante pour la deuxième moitié du XXe siècle, qui a produit énormément de livres mais dont on parle quasiment pas en France. Ça c'est un bouquin que j'ai acheté à l'aéroport d'Édimbourg quand on repartait après le festival de la laine pour mes 40 ans, et que j'ai vu beaucoup de booktubeurs anglo-saxons mentionner, et j'ai adoré ce roman. Mais c'est bizarre, on est encore une fois avec une narratrice, on est à la première personne, et on comprend très vite qu'elle n'est pas toute seule dans sa tête, et ça part en cacahuète, et moi j'avais rien vu venir, et ouais, c'est déstabilisant, c'est bien écrit, c'est un coup de poing dans la figure, parce que c'est un livre très court qui vous en met plein la gueule. Enfin vraiment un gros coup de cœur et une grosse recommandation, lecture barrée quoi. Ensuite j'ai mis ce roman de Sherman Alexie, Le premier qui pleure a perdu. Donc ça c'est l'exemplaire de ma femme. En anglais le titre n'a strictement rien à voir. En anglais c'est The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Donc le journal intime absolument vrai d'un Indien à temps partiel. Et en fait c'est une œuvre de fiction mais qui est hautement autobiographique. Sherman Alexie est un Amérindien. Canadien, qui a un peu le cul entre deux chaises, qui a écrit énormément de livres, et c'est un des auteurs canadiens les plus prolifiques et les plus appréciés de sa génération. Ce roman est donc complètement barré. On suit, c'est à la première personne, forcément c'est un journal intime. On suit l'enfance et l'adolescence de cet Indien qui vit dans la réserve, mais qui va à l'école chez les Blancs, donc à l'extérieur de la réserve. Et donc, il a le cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire que il est tiraillé entre son héritage amérindien dans la réserve, sa famille, l'absence de perspective des enfants qui grandissent dans la réserve, les problèmes d'alcoolisme dans la réserve, de promiscuité, de délinquance, etc. Et puis l'ouverture que lui offre son apprentissage dans le lycée, le collège et le lycée des Blancs. Il est rejeté par les élèves de ce lycée parce que il est indien. Il commence à être rejeté par les Indiens de la réserve parce qu'ils ont l'impression qu'il veut péter plus haut qu'il a le cul vu qu'il va à l'école chez les Blancs. Et il a cet enseignement de l'école des Blancs qui lui ouvre des perspectives de dingue sur le monde, sur la science, sur l'évolution, sur les religions des autres, etc. Donc il est vraiment, ce gamin, il se construit, et je pense que c'est pour ça que c'est très autobiographique, ce gamin, il se construit entre deux mondes, et c'est très compliqué. Il y a des passages qui sont assez dramatiques, notamment quand il parle de sa sœur. Il y a plein de dessins, en plus c'est beaucoup dans l'autodérision, il a un humour assez noir, assez caustique, c'est complètement barré quoi. D'un chapitre sur l'autre, d'une page à l'autre, vous allez vous retrouver avec un dessin, le ton va changer, ça va être drôle, ou au contraire doux, amer, enfin c'est vraiment une lecture qu'on a beaucoup appréciée avec ma moitié, que je vous recommande, et qui est quand même barré, qui est quand même vraiment barré. Toujours avec les anglo-saxons, je voulais mentionner Cloud Atlas de David Mitchell. Donc Cloud Atlas, moi j'avais vu le film des sœurs Wachowski avec Tom Hanks, Hugh Grant, etc. Quand il est sorti en 2012.
une grosse claque au cinéma. Je pense que c'est le chef-d'œuvre cinéma de ces 10 dernières années. Il est sublime ce film. Il est très déstabilisant parce que vous suivez 6 destins à des époques différentes. Il y a un côté dystopie, il y a des thèmes qui sont sous-jacents et qui se suivent de bout en bout du film. Enfin, il y a la notion de réincarnation, il y a la notion de karma, il y a l'amour, la rédemption, la guerre, l'exploitation des plus faibles que soi. Enfin, c'est vraiment un film qui est foisonnant. C'est pour ça qu'il a reçu des critiques très mitigées quand il est sorti. C'est soit on adore, soit on déteste. C'est très clivant comme histoire. Et le roman, pareil. Donc le roman, moi j'ai lu quand je suis partie en Inde en 2014. Je l'ai fini là-bas, je l'ai laissé là-bas. J'ai beaucoup aimé le roman. Mais c'est vrai que du coup, d'avoir lu le roman de David Mitchell après avoir vu le film, je pense que j'ai perdu en spontanéité parce que j'avais les images du film qui me collaient à la rétine, quoi, et qui surgissaient au fil de la lecture. Le roman est extrêmement riche, lui aussi, il est très foisonnant. Je trouve que les Wachowski ont fait un travail mais remarquable d'adaptation de ce roman en film, parce que il est complètement perché, quoi. Et c'est une lecture que je vous recommande de tout cœur. Mais laissez, dès les premières pages ou dès les premières minutes du film, laissez votre cerveau de côté, prenez les choses comme on vous les amène, appréciez-les pour ce qu'elles sont, sachez que le film demande plusieurs visionnages, le livre, éventuellement si vous en tenez au livre, demandera plusieurs lectures pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants et réaliser toute la richesse de ce récit. C'est un chef-d'œuvre. Cloud Atlas, que ce soit le film ou le livre, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre. Pour ce qui est des Français, je voulais mentionner L'écume des jours de Boris Vian. Alors je n'ai pas aimé ce livre, hein, je préfère être très claire là-dessus, même si c'est un classique moderne français. Je n'ai pas aimé ce livre, je l'ai trouvé très déstabilisant, mais j'ai pas adhéré, je suis pas rentrée dedans, je suis vraiment passée complètement à côté. Il y a une ambition dans l'écriture, il y a une ambition dans la création de cet univers complètement abracadabrantesque, enfin complètement délirant, quoi. J'ai vu que Michael Gondry avait fait une adaptation avec Audrey Tautou, etc. J'avais vu la bande-annonce, visuellement c'était très beau, et je pense qu'il a fait une bonne retranscription du roman de Boris Vian, mais je suis pas allée voir le film parce que je me suis dit j'ai tellement pas aimé le roman que... Mais chez les petits Français, on a aussi des challengers, et je voulais quand même mentionner ce roman. Alors, on passe à la catégorie suivante, qui est celle de l'humour absurde, de l'humour anglais, où là on est dans un gros délire assumé depuis le début. Alors le premier livre que je voudrais recommander chaudement, c'est une pièce de théâtre, c'est Ubu Roi d'Alfred Jarry, qui est un petit peu le fer de lance du théâtre de l'absurde. Donc c'est vraiment un mouvement littéraire, hein, du tournant du XXe siècle. Et Ubu Roi, mais c'est un tel délire, quoi. Il faut le lire au moins une fois dans sa vie, ou encore mieux, voir une représentation au théâtre. C'est de théâtre de l'absurde, c'est revendiqué comme tel, et oui, ça a complètement sa place dans cette liste de bouquins. Ubu Roi, moi je vous le recommande chaudement. Toujours avec les Français, vous avez Zazie dans le métro. Voilà, le reflet, là, c'est... ouais. Zazie dans le métro de Raymond Queneau, que j'ai déjà mentionné plusieurs fois sur cette chaîne. Alors là, c'est un bonheur pour tous ceux qui aiment l'argot. Cette gamine, c'est une grande gueule professionnelle. Donc là, vous avez l'affiche du film qui a été adapté du roman, hein, avec Philippe Noiret, j'ai oublié le nom de la petite. C'est drôle, mais c'est à se taper le cul par terre, quoi. Parce que les dialogues sont drôles. C'est du niveau de Michel Audiard en termes d'argot parisien, de titi parisien, avec des gros mots, avec des expressions ultra imagées, etc. L'intrigue est complètement absurde, les situations sont complètement absurdes, rocambolesques. Enfin, de bout en bout, c'est un gros délire, avec quand même une recherche au niveau de la langue, hein. Je dis pas que l'auteur a fait n'importe quoi, il y a un vrai travail d'écriture derrière, hein. C'est pas pour rien que du coup c'est considéré comme un classique moderne français. Mais si vous voulez taper une barre de rire monumentale, ouais, Zazie dans le métro, je recommande chaudement. Du même tonneau, même si c'est un petit peu plus tard, vous avez la saga Malocène de Daniel Le Pénac.
Alors moi je suis une fan ultime de cette saga. Je trouve que plus on avance dans la saga, plus c'est délirant, barjot, les personnages hauts en couleur, les situations mais complètement perchés, quoi. Les personnages qui sont complètement à la ramasse, des expressions imagées, des situations ouais, ridicules. Ils ont adapté le premier roman en film, que j'ai pas du tout aimé cette adaptation parce que la palette était froide, les personnages étaient trop guindés, ça transcrivait pas le côté bohème cinglé des romans en fait. Et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est vraiment le point fort de la saga et de la plume de Pénac. Donc la saga Malocène, si vous ne connaissez pas encore, moi je vous la recommande chaudement. Je pense que mon roman préféré, ça doit être La Petite Marchande de Prose. Même si la fée Carabine est géniale, enfin bon, ils sont tous vraiment bien, mais petit coup de cœur pour La Marchande de Prose, en sachant que c'est une saga que j'ai relue plusieurs fois. Voilà, donc je vous la recommande chaudement. On reste avec les Français. Le seul roman de Jean Telet que j'ai lu, donc roman pseudo-historique, mais en fait c'est un gros délire, c'est Le Montespan. Donc Jean Telet qui s'attaque au mari de la marquise de Montespan, donc la fameuse maîtresse de Louis XIV qui a été mêlée à l'affaire des poisons. Ce livre, moi je l'ai pas trop aimé, mais alors c'est un gros délire. Il se base sur des faits historiques. On sait que le Montespan, quand son épouse est devenue la maîtresse de Louis XIV, il a pété un câble, il a, par exemple, sur son carrosse, il a fait installer des cornes, ou des bois de serre, etc. Parce que bah, forcément, il était cocu, il portait les cornes, hein, littéralement. Donc, il n'arrêtait pas de faire des esclandres à Versailles. Louis XIV a essayé de le calmer en lui donnant des terres, etc., en l'obligeant à se retirer dans ses terres, je crois, en Gascogne, etc. C'est un gros délire. C'est un gros délire, c'est un tout petit truc. Moi, j'ai trouvé par moments assez vulgaire. Il y a des passages où ça parle de cul, en fait, ça utilise des mots assez vulgaires, donc soyez prévenus. Mais c'est pas malaisant comme certains trucs que j'ai pu mentionner avant, c'est juste que c'est un gros délire et il y a des éléments de réalité historique, mais pour le reste, il s'est fait plaisir et je crois qu'il a persisté et signé, il a fait un truc sur la relation sadomaso d'Héloïse et Abélard, etc. Enfin bon... pour lecteurs avertis, moi j'ai juste lu Le Montespan, je pense pas en lire d'autres, j'ai d'autres trucs dans ma pile à lire, mais voilà, celui-là, pour le délire, pourquoi pas, si vous l'avez pas encore lu. Un livre que je vous recommande chaudement par contre, c'est Le Théorème du perroquet de Denis Gage. Si vous êtes fâché avec les maths, si vous êtes fâché avec les sciences, c'est le livre pour vous. Le pitch est délirant et sous couvert de ce pitch délirant, on est dans la même veine que Daniel Pénac. Denis Gage, qui est professeur de sciences à la base à la fac, eh bien, propose de revisiter l'histoire des mathématiques et des sciences. Et ça fonctionne du feu de Dieu, c'est génial, c'est drôle. On apprend plein de choses. À aucun moment vous êtes perdu ou c'est trop scientifique, trop savant pour le lecteur de base. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait maths sup, maths p pour comprendre ce que vous dit l'auteur. C'était vraiment le propos de l'auteur. Et c'est drôle. C'est super drôle. C'est haut en couleur. Il y a des moments où vous riez vraiment à gorge déployée, quoi. Et moi, je vous le recommande chaudement. Le Théorème du perroquet, c'est un de mes livres préférés dans cette liste. Le dernier que je voulais mentionner, c'est La douane de mer de Jean d'Ormesson. Pareil, je l'ai déjà présenté sur cette chaîne. Jean d'Ormesson, d'une manière générale, c'est une écriture qui est quand même assez malicieuse, à part peut-être les romans du début de sa carrière où il revisite son enfance. Mais tous les romans qu'il a écrits dans la deuxième partie de sa carrière, c'est extrêmement malicieux, c'est très érudit. C'était quelqu'un qui avait une formation classique extrêmement solide, il était normalien. Et c'est un peu comme Denis Gage, mais pour l'histoire, la littérature, la philosophie. C'est un peu sous prétexte d'un pitch de départ complètement barré. C'est l'occasion d'étaler sa science, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'inviter le lecteur à apprendre des choses, à se cultiver en s'amusant. C'est un pur bonheur. Et si vous devez commencer
à découvrir Jean d'Ormesson dans cette optique de livres barrés mais en même temps savants et accessibles, moi je vous recommande La Douane de mer, c'est du caviar. Je l'adore ce livre. J'en arrive à la dernière catégorie que je voulais aborder avec vous, qui est la catégorie des prospects, des livres sur la pile à lire. Alors, le premier auteur dont je voudrais parler, c'est Terry Pratchett, avec ses Annales du Disque Monde. Ça fait des années que j'en entends parler, hein. Évidemment, Terry Pratchett, c'est un classique, hein, pour la science-fiction déjantée. Et là, je remercie mon amie Émilie parce que quand on est retourné chez elle après le confinement, elle était en train de lire un de ses romans préférés donc des Annales du Disque Monde, de la saga, qui est Ronde de nuit. En fait, on s'intéresse aux gays. Et quand elle lisait à voix haute, parce que c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire, donc nous on était là, on écoutait avec ma moitié, qui ne connaît pas Terry Pratchett non plus, et on se disait, ouais, l'histoire est sympa, c'est barré, c'est de l'humour décalé. Au niveau de la langue, moi, il y a des moments où ça me fait penser à Audiard ou à San Antonio. Et donc, ça nous a donné envie de découvrir Terry Pratchett. Donc là, vous avez les deux premiers romans des Annales du Disque Monde, donc du cycle. On n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Mais avec ma femme, c'est ce qu'on avait envie de faire. Donc on a acheté les deux premiers romans, c'est deux tout petits trucs, donc ça va se lire assez vite. Et je pense qu'on va vraiment se faire plaisir avec ce truc complètement déjanté, quoi. Un autre livre que j'aimerais lire bientôt, c'est The Man Who Was a Thursday. Donc ça, c'est un classique anglais. Sous couvert d'intrigue, c'est un roman de l'époque victorienne, je crois, ou édouardienne. Chesterton, qui était un ami de George Bernard Shaw. Voilà, il est né à la fin du 19e siècle. Et sous couvert d'une intrigue policière avec Scotland Yard, en fait c'est un gros délire. Il y a plusieurs booktubeurs anglo-saxons qui l'ont mentionné. Et c'est un tout petit truc aussi. Et celui-là, j'ai vraiment très envie de le lire aussi. J'ai pas vu de traduction française par contre, il faudrait que je vérifie, mais ouais. Celui-là, j'ai vraiment envie de le lire aussi. J'ai envie d'accorder une troisième chance à Salman Rushdie avec ce roman, donc La Terre sous ses pieds. Ce coup-ci, une édition en français, parce que je l'ai trouvé d'occasion et je voulais pas me ruiner. Comme je vous l'ai dit, Les Enfants de minuit et les versets sataniques, j'ai pas été complètement convaincue. Mais Christopher Hitchens, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et un penseur que j'aime beaucoup, disait que c'était son Salman Rushdie préféré. Et il adorait Salman Rushdie, il était ami intime avec lui, il l'a caché dans sa maison pendant que Salman Rushdie avait une fatwa sur la tête, quoi. Donc voilà, une amitié très solide, et il disait que c'était son préféré. Donc là, apparemment, ça se passe sur fond de musique rock'n'roll. Donc je pense que ça peut être très sympa. Indien de Bombay, etc. Destin chaotique. Donc voilà, hein, je pense que celui-là, un jour, il faudra que je le lise. Troisième et dernière chance pour toi, Salman. J'espère que ce sera la bonne. Ensuite, je voulais mentionner à nouveau Gogol, avec cette fois-ci non pas des nouvelles mais un roman, son roman inachevé Les âmes mortes. Donc dans cette édition que j'ai déjà présentée, qui est illustrée par Chagall, et qui est une édition partielle puisqu'en fait c'est uniquement la partie du manuscrit qui est attribuable avec certitude à Gogol. Donc j'aurai sans doute pas la fin de l'histoire, mais c'est pas grave, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de découvrir ce roman. Il paraît que c'est complètement barré, c'est sur les trafics de noms de morts dans littérature, enfin dans la Russie, etc. Enfin bon, je pense que ça va vraiment être complètement perché aussi. Et voilà, ça c'est un livre que j'ai très envie de découvrir aussi. Continuer à creuser l'œuvre de Nicolas Gogol, qui est décidément un auteur que j'aime beaucoup. Même punition pour Shirley Jackson. Donc je vous ai présenté tout à l'heure, Nous avons toujours vécu au château. Ici vous avez The Haunting of Hill House, donc Maison hantée, je crois ils ont traduit en français. Un roman d'épouvante
qui a été adapté au cinéma plusieurs fois. J'ai vu aucune des adaptations ciné. Je préfère lire le roman. Connaissant un petit peu la plume de Dame Shirley Jackson, que vous voyez ici, je pense que ça peut le faire. Et on a aussi l'édition en français, donc avec ma femme, on pourrait le lire en même temps. C'est prévu, c'est juste que pour l'instant, on n'est pas trop d'humeur. Autre autrice que j'ai mentionnée, dont j'ai envie de découvrir l'œuvre un petit peu plus, Muriel Spark. Donc je vous avais montré la place du conducteur. Là, il s'agit de The Prime of Miss Jean Brodie. Donc de Muriel Spark. C'est un de ses romans les plus connus, vous voyez, c'est encore un tout petit truc que j'ai très envie de découvrir. Dans la même veine des auteurs qui écrivent des livres perchés et dont j'ai envie de continuer à explorer l'œuvre, vous avez Kurt Vonnegut, donc Slaughterhouse 5, Abattoir 5 que j'ai adoré. Là vous avez Mother Night, qui est un espèce de brûlot sur la Russie soviétique. Après la Seconde Guerre mondiale et le côté débile de la guerre, vous avez la Russie soviétique. Et donc c'est un livre politique, mais complètement barré aussi, si j'en crois les différents booktubeurs anglo-saxons que je suis et qui ont adoré ce livre. Alors un auteur que j'ai mentionné au début de cette partie littérature, c'est Roald Dahl. Alors ces livres pour enfants, je suis très mitigée, hein, comme je vous ai dit, Charlie et le grand ascenseur de verre, je suis pas fan. Par contre, il paraît que ces livres pour les adultes sont absolument pas politiquement corrects, peuvent être assez cochons et surtout très très drôles. Là, vous avez un recueil de nouvelles qui s'appelle Kiss Kiss, qui m'a été recommandé par une ancienne collègue qui, pareil, lit beaucoup et qui m'a dit « Non mais Kiss Kiss, c'est génial ». Vous avez quand même la tagline ici. C'est, si vous la voyez, non, vous la voyez pas. Bon bah tant pis, vous la verrez comme ça. Attendez-vous à l'inattendu. Expect the unexpected. Bon, je pense que ça va être bien barré. Il est bien noté sur Goodreads. Voilà. À défaut de lire ces romans pour enfants, je vais essayer de découvrir le Roald Dahl, un peu plus inavouable pour adultes. Un autre auteur dont j'ai lu un seul roman que j'ai pas mentionné ici parce que ça rentrait pas trop dans cette catégorie, mais qui a pour réputation d'écrire des livres complètement barrés. Vous avez donc Haruki Murakami. Donc j'ai deux ouvrages qui attendent dans ma pile à lire. Vous avez Kafka sur le rivage, qui m'a été recommandé par plusieurs personnes, et La balade de l'impossible, qui est un de ses premiers romans et qui, paraît-il, est un des meilleurs. Donc, en VO, c'est Norwegian Wood, et ça s'inspire d'une chanson des Beatles. Donc, bah écoutez, Murakami, un de ces quatre, découvrir un livre barré japonais, moi je suis pour. Ça peut être très sympa. On en arrive à des suggestions de mon épouse et après ce sera fini. Alors, ma moitié aime beaucoup le cycle des Princes d'Ambre de Zelazny. Et en fouillant dans ses bouquins, m'a recommandé celui-ci. Donc ça, le Sang d'Ambre, c'est le tome 7 du cycle des Princes d'Ambre. Et elle m'a dit c'est le moment où ça commence à partir vraiment en cacahuète. Ce qui, quand on connaît un peu la réputation de Zelazny, qui prenait de l'ecstasy, qui écrivait sous ecstasy, etc., bah, c'est tout un programme, quoi. Ça a l'air assez prometteur. Elle m'a dit c'est à partir du moment du Sang d'Ambre, donc comme je l'ai dit, le tome 7 du cycle, et le deuxième livre avec Merlin. Elle recommande tout le cycle, et en particulier celui-là qui est vraiment perché. Pareil, elle a lu plusieurs ouvrages de Lovecraft. Elle m'a dit que c'était pas nécessairement perché Lovecraft, même si c'est du fantastique, dérangeant, etc. Moi, je ne connais que le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. J'ai jamais lu Lovecraft. Mais elle a dit dans le genre dérangeant, déstabilisant, elle recommande l'horreur de Dunwich. C'est un tout petit truc, vous savez, c'est dans la collection, les folios à 2 €, donc c'est une nouvelle extraite de l'horreur de Dunwich, qui donc doit être un recueil. Et donc là, c'est la nouvelle éponyme, que je vais sans doute lire parce que c'est un tout petit truc. Et elle a dit, dans tous les trucs qu'elle a eu de Lovecraft, elle n'a pas encore tout lu de Cthulhu, mais tout lu de Cthulhu, c'est rigolo, tiens. Celui-là, elle le recommande. Graham Masterton, si vous connaissez la terreur, l'épouvante, etc., c'est un auteur donc, qui vous est familier. Dans ce recueil de nouvelles, moi je ne l'ai pas encore lu, hein, elle m'a dit qu'il y avait énormément de nouvelles qui étaient très dérangeantes.
mais vraiment, vraiment super bizarre. Alors, laquelle elle m'a mentionné, elle m'a dit l'objet sexuel, elle m'a dit que c'était du lourd, quoi, dans le malaisant, dans le déstabilisant, etc. Donc, c'est une de ses recommandations. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais présentée comme ça, bah, dans le thème qui nous occupe aujourd'hui, je trouve qu'elle l'a bien vendu. Même chose pour La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Donc là, c'est dans les éditions Piment de France Loisirs. Je ne l'ai pas encore lu, mais ma moitié oui. Et elle m'a dit, c'est un conte envoûtant, déstabilisant, qui a une vraie qualité littéraire, etc. Donc elle pensait que ça avait sa place dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, je vous le recommande de sa part. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Et pour finir, elle m'a parlé, non pas tant d'un roman que d'un auteur, en l'occurrence la Gudule. Rien que le nom m'amuse. Là, on a l'intégrale de La ménopause des fées. Chez Brajlon, vous savez, ce sont ces romans Brajlon à 10 €. On en a plein hein, dans cette collection. Et m'a dit Gudule, c'est une valeur sûre, même dans la fantaisie, où c'est vrai que ça peut partir en freestyle assez vite. Et celui-là, La ménopause des fées, j'avoue que c'est vraiment, ça a l'air vraiment drôle. Je vous lis la 4e de couverture rapidement. Depuis la disparition de sa forêt de Brocéliande, Monsieur Merlin s'est réfugié dans la station de métro du même nom, dans le 18e arrondissement de Paris, avec tout son état-major. Tout un programme. Voilà donc une autre recommandation de mon épouse. Et on en a fini pour cette longue vidéo de bouquins. Comme d'habitude, hein, c'est une section où je m'étends, je ne sais plus m'arrêter. J'espère que ça vous a plu, que ces livres barrés étaient bien en adéquation avec les châles de Stephen West, etc. On reste dans un gros délire hein, de bout en bout. Et si vous avez lu certains de ces romans, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous a donné envie d'en découvrir certains, bah, même punition, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. La prochaine vidéo, ce sera du maquillage, donc je préfère vous prévenir. Si c'est pas votre truc, bah, écoutez, zappez. Hein. Et puis, j'espère pouvoir faire un prochain podcast tricot avant la fin de l'année. Et d'ici là, bah, écoutez, bonne rentrée à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.